Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec un petit peu de retard, parce que je pouvais vraiment pas faire autrement, il y a eu des mauvais concours de circonstances, on va se retrouver pour la présentation du Codex Imperial Knight, qui sera en deux parties, et la première partie, ça va être bien sûr les règles. Alors on va commencer sur cette page qui vous présente ce que peut être une armée typique d'Imperial Knight. Donc là on voit les petits armigueurs, après le personnage, oui parce qu'on verrait que maintenant il y a un personnage nommé chez les Imperial Knight. Et puis là la nouveauté, enfin là aussi les nouveautés, la classe Dominus, ça c'est les classes Questor, donc c'est-à-dire c'est ce qu'on avait l'habitude de voir, tout ce qui était Crusader, Warden, etc. Et puis les deux petits armigueurs. Alors là vous avez beaucoup de points, n'espérez pas jouer ça à moins de je sais pas, mais en fait un chevalier comme ça fait à peu près 500 points, un peu plus, donc on peut faire rapidement le calcul, ça fait déjà 1005, 2005 et puis là 3000, donc là il y a à peu près 3000 points à la louche, comme ça de points. Alors c'est vrai qu'eux vont coûter un petit peu moins cher, mais comme lui va coûter un petit peu plus cher, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors là, on vous explique toujours la même chose, il faut choisir un mot-clé. Dans les mots-clés, on va avoir soit une maisonnée, donc ça va être justement tout ce qui est Terrine, Taranis, ce genre de choses-là. Et puis l'allégeance que vous avez là, c'est soit envers l'Imperium ou soit envers le Mechanicus. Voilà. Alors, on peut regarder, là, on va détailler un petit peu toutes les entrées, parce que du coup, ça va aller vite, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de types de figurines différents. Alors, on commence avec le Armigueur Elverine, donc c'est celui avec les doubles autocanons. Donc déjà, le profil mouvement 14 pouces, c'est très rapide, c'est normal, lui, il est là justement pour apporter de la mobilité et puis faire des contournements, ce genre de choses, du harcèlement, aller capturer les objectifs. Donc il faut qu'il bouge vite, et il bouge vite, 14 pouces. Alors ensuite, 3+ pour toucher, au corps à corps, 3+ pour tirer, ça c'est classique. Force 6, endurance 7, point de vie 12, donc ça commence à être un petit véhicule plutôt correct. 4 attaques, commandement 8 et sauvegarde 3+, voilà. Alors ensuite, son arme, donc il va avoir 2 fois l'autocanon Armigueur. Donc autocanon Armigueur, portée 60 pouces, lourde 2d3, force 7, PA-1, dommage 3, ça c'est pas mal, parce qu'on a directement une bonne percussion, ça aurait pu être d3, là on est 3, c'est sûr, donc c'est plutôt pas mal. Et puis le bonus, évidemment, ignore la pénalité au jet de touche quand on se déplace avec une arme lourde, parce que comme c'est une arme lourde, heureusement, parce que si on le voit pas du tout lui comme une plateforme de tir statique, ça va être plutôt le Crusader ou alors le Castellane. Là avec le Armigueur, le but c'est d'essayer de contourner un petit peu l'adversaire, d'essayer de choper des bonnes lignes de vue, et puis donc du coup ça va lui faire quoi? Ça va lui faire avec ces deux armes 4d3 tirs, force 7, PA-1. Alors PA-1, on aurait bien mis PA -2, mais bon voilà, c'est déjà pas mal. Il va toucher sur du 3+, comme il va être assez loin, et puis qu'il va pouvoir bien profiter des décors, comme il est assez petit par rapport au reste, je pense que du coup ça va augmenter en fait sa survivabilité. Et puis il y a aussi d'autres menaces, enfin, c'est une liste, alors je sais pas ce que ça peut donner une liste avec que des armigueurs, ça peut être sympa, j'aimerais bien. Alors après évidemment faut avoir les figurines pour tester, mais j'ai un peu de mal à me rendre compte en fait, mais je pense qu'il y a quand même un bon petit potentiel. Alors ensuite, la troisième arme, il a soit une mitrailleuse, c'est classique de chez classique, soit un fuseur qui tire comme un fuseur, force 8, etc. Alors entre les deux, peut-être la mitrailleuse, comme la mitrailleuse, vous n'allez pas payer beaucoup de points en plus, autant la jouer peut-être, parce que vous n'allez pas forcément avoir envie de vous rapprocher. Après, si vous avez les points, parce que c'est assez difficile de faire une liste aux petits oignons qui tombe pile poil sur ce qu'il faut, parce que vous n'avez pas beaucoup de figurines, avec pas beaucoup d'options d'équipement. Donc du coup, si vous avez les points, autant mettre un fuseur. Je me dis que si quelqu'un vient, il y a un petit coup de fuseur qui passe, ça peut toujours faire la bonne surprise. Alors niveau défensif, il a un bouclier ionique, donc 5+, invulnérable, mais contre les tirs uniquement. Après, explosion, escadron de véhicules, voilà, vous pouvez en mettre plusieurs, et puis après pour un seul choix, et puis après ils peuvent se séparer sur le terrain. Ensuite, on a sa version corps à corps, qu'on avait vu dans Forge-Ben, donc le Warglaive. Donc au niveau des stats, ça va être la même chose, il n'a pas d'attaque supplémentaire. Là aussi c'est pareil, ça n'évolue pas. Alors au niveau de ses armes, qu'est-ce qu'il a? La lance thermique sur le côté, donc 30 pouces, assaut D3, force 8, PA-4, dommage D6, et bien sûr comme tous les fuseurs, à mi-portée, vous allez lancer 2 dés pour les dommages et garder uniquement le meilleur, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est son arme de corps à corps, parce que lui, c'est une unité qu'on va envoyer
justement pour harceler un petit peu, alors pas forcément des gros trucs, mais un petit véhicule qui traîne. Il y a toujours moyen de créer de la pression, et c'est une pression qui va être très mobile encore une fois, parce que lui il bouge toujours à 14 pouces, comme il a en plus des armes d'assaut, à mon avis, si on a la situation, il ne faut pas hésiter à le faire courir, hein, c'est-à-dire à faire une avance en plus. Donc du coup, vous avez vos 14 pouces plus 1 des 6 d'avance. Comme c'est une arme d'assaut, là, évidemment, le meilleur combo, c'est de l'occuper avec un fuseur en carapace plus lance thermique. Ces deux armes d'assaut, il va avoir un petit malus, mais au moins il va pouvoir tirer quand même, et surtout s'il se rapproche, on arrive avec la bitronçonneuse Reaper. Alors la bitronçonneuse, elle a deux profils. Premier profil, donc force x2, donc ça fait force 12, PA-3 et dommage 3 automatique, donc sachant qu'il a 4 attaques. Ou alors la forme balayage, donc ça c'est vraiment contre l'infanterie, avec force d'utilisateur, donc la force 6, PA-2, c'est pas mal quand même. Un seul dommage, par contre on fait 2 jets de touche au lieu d'un pour chaque arme, donc ça veut dire que vous avez 8 attaques. Donc bien sûr, à vous de choisir le profil d'arme qui correspond à votre cible, hein. Bien sûr, si vous avez plein de petites infanteries, eh ben on y va, hein. De toute façon, force 6, la plupart du temps on va blesser sur du 3, voire du 2+, hein, si on tape de l'Eldar ou ce genre de choses. Et puis après, hein, force 2, ça fait force 12, donc du coup vous allez faire du 3+, aussi sur tous les véhicules, ce qui est plutôt pas mal. Alors, toujours pareil, un bouclier unique. Entre ces deux versions, du coup, laquelle choisir? Je pense qu'en fait, elles sont assez complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, oui, je préfère que les Warglaive ou alors que je préfère que les Elverine. Je pense que du coup, il faut un petit peu des deux, peut-être, une petite unité. Alors après, c'est vrai qu'on est vite limité en points, on aimerait mettre beaucoup de choses dans cette liste d'armées, mais ça va dépendre du budget. Dans l'idéal, peut-être deux Warglaive et puis un Elverine, peut-être. Moi, je le jouerais peut-être comme ça, avec un Elverine qui va vraiment être derrière à essayer de prendre des objectifs sur les côtés et puis d'avoir une réaction rapide. Et puis, peut-être deux Warglaive pour envoyer devant, essayer de capturer les objectifs adverses. Faut pas oublier ça, hein, ça va être important, c'est que du coup, quand vous jouez en capture d'objectifs, vous n'avez pas beaucoup de figurines, donc ça va être un petit peu coton. Alors, ensuite, le Knight Preceptor, donc ça c'est une nouveauté, on peut pas encore la jouer à l'heure actuelle, parce que ou alors à moins de faire une conversion, parce que la figurine n'est pas encore sortie. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est cette arme-là, en fait, le laser, alors je sais plus comment ça s'appelle l'impulseur laser, voilà. Donc ça, c'est la figurine du personnage spécial, mais on peut aussi le jouer sans le profil du personnage spécial, et puis simplement, du coup, vous avez un précepteur. Alors, on va regarder les lignes de stats. Les lignes de stats, ça va être quasiment toujours la même chose, pour tout ce qui est classe Questor. Donc, mouvement 12 pouces, CC3+, CT3+, force 8, endurance 8, 24 points de vie, voilà. 4 attaques, commandement 9 et sauvegarde 3+. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme arme? Toujours, vous avez sur la petite épaulette, soit une mitrailleuse, soit un fuseur. Mais pour lui, donc petite amélioration, on peut avoir un multi-laser à la place. Donc ce qui peut être sympa, parce que du coup, ça peut vous rajouter une bonne petite saturation en plus, hein, parce qu'entre la mitrailleuse et puis le multi-laser, du coup, vous allez avoir un peu plus de force, hein, tout simplement. Donc si vous reste les points, il n'y a vraiment aucun intérêt de mettre les mitrailleuses, autant mettre le multi-laser. Ce qui est dommage, par contre, c'est que cette option-là, elle va être uniquement sur le précepteur, et on va pas la retrouver sur les autres Knights. Alors qu'on peut imaginer que quand ce kit va sortir, si vous avez le bits, à mon avis, ça va venir coïncider parfaitement avec le petit embout. Donc ils auraient pu le mettre quand même, peut-être ça peut faire des conversions, après des multilasers, ça peut se trouver ou se bricoler. Alors, toujours est-il que ce qui va faire ces différences, c'est l'impulseur laser. Alors, une arme avec deux profils, basse intensité, donc à 36 pouces, lourde 2d6, force 6, PA-2, dommage D3, voilà. Ou alors, haute intensité, courte portée, à 18 pouces, lourde D6, force 12, PA-4 et dommage 6. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer cette arme-là, celle du Knight Paladin, qui est juste à côté. Vous voyez, c'est l'obusier à tir rapide, 72 pouces, c'est mieux. Lourde 2d6, force 8, PA-2 et dommage D3. Donc quand on compare les deux armes, on a une meilleure portée pour l'obusier et surtout une meilleure force en fait. Hein. Force 8, ça change pas mal de choses parce que dès que vous voulez tirer évidemment sur des véhicules, force 8 ça fait du 4+ ou du 3+ en général, alors que force 6 ce sera toujours du 5+, hein, parce que la plupart des véhicules c'est endurance 7 ou endurance 8. Donc c'est pas forcément une arme qui va être destinée contre les véhicules. Alors après contre l'infanterie, est-ce qu'il n'y a pas des armes un petit peu mieux? On va le voir après, peut-être. À courte portée, après, lourde D6, force 12, c'est plutôt pas mal. PA-4, c'est bien aussi, et dommage D6. Mais c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas des armes qui peuvent être un peu plus efficaces à courte portée? Si on regarde par exemple le errant,
donc qui lui va toucher avec son canon thermique à 36 pouces, donc toujours un petit peu plus loin. Lourde D6, vous voyez, là aussi on a le lourde D6, après force 12, là on a force 9, donc on peut se dire ouais, force 12 c'est vachement mieux, sauf qu'en fait techniquement ça n'a pas changé grand chose. Pourquoi? Parce que si vous tirez toujours sur un véhicule, soit c'est endurance 7, auquel cas force 12 ça reste sur du 3+, ce qui est aussi le cas avec de la force 9. Si c'est endurance 8, c'est toujours pareil, 3+. Donc que vous ayez 9 ou que vous ayez 12, techniquement, ça change que si vous tirez sur de l'endurance 6. Ce qui va plutôt être de l'infanterie super lourde, je sais pas ce qu'il y a endurance 6 tout de suite là, mais vous voyez, c'est comme en plus on est limité par la portée, et qu'on n'a pas en plus le bonus de l'airant, enfin du canon thermique, qui est un fuseur, donc qui lui va jeter 2 dés. Du coup on se retrouve avec une figurine qui a à longue portée une arme un petit peu moins bien que le paladin, et à courte portée, alors surtout que lui en plus il est obligé de se rapprocher à 18, hein, contrairement à l'airant, donc à courte portée une arme qui est pas forcément beaucoup plus intéressante que celle de l'airant. Donc du coup on se retrouve avec un mix paladin-errant, mais au final, est un petit peu polyvalent, entre guillemets, on perd de la percussion, et je suis pas sûr que ce soit vraiment une unité, moi, qui m'intéresse. Alors après, pourquoi on peut avoir envie de le jouer? C'est pour une petite règle qui vient, donc on va terminer. Alors, si tant qu'on y... Non, bon, on va repartir quand même sur ce que je voulais vous dire de suite, sinon j'ai oublié, mais enfin, je vais pas le... Bon, peu importe, hop. Donc relancer mentor, relancer les jets de touche de 1 pour les unités classe Armiger amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Ça veut dire que du coup lui il va être au centre de votre formation d'Armiger et il va vous donner un petit bonus. C'est la seule chose à mon avis qui peut encourager à le jouer, précepteur. Enfin de mon point de vue, hein, ça reste encore que mon point de vue, hein. Disclaimer power. Mais bon voilà, moi ça m'attire pas plus que ça, hein. Après relancer les 1 pour toucher c'est plutôt cool. Par contre ça reste à 6 pouces, donc ça veut dire qu'il faut imaginer, hein, si on imagine toujours que ça c'est le champ de bataille, vous allez avoir peut-être 4-5 figurines à tout péter, donc si vous en mettez 3 groupés, c'est-à-dire les 2 Armiger et le précepteur ensemble, du coup l'adversaire il suffit qu'il vous ignore, ou vous pouvez être que dans un seul endroit. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'être groupé? Est-ce qu'on peut se permettre d'être groupé en jouant un Pale Knight? Je pense pas. Donc c'est pour ça que ce bonus-là m'attire pas plus que ça. Voilà. Alors ensuite, on regarde les 2 armes de corps à corps qu'on va retrouver sur tous les autres Knights aussi, hein. Donc la tronçonneuse Reaper, mêlée évidemment, force plus 6, donc force 8 plus 6 fait force 14. C'est pas mal pour... c'est pas mal quand même pour pas mal de choses. PA-3 et dommage 6 surtout. C'est ça qui est cool, c'est que directement vous mettez 6 dommages. Alors par contre, on peut le remplacer par le gantelet Solar Strike. Donc force x2. Là tout de suite, beaucoup plus intéressant, parce que évidemment, toujours contre les véhicules, parce que bon, la plupart du temps, ça va être sinon sur de l'infanterie, vous allez le blesser sur du 2+, hein, parce que même endurance 4, enfin, bon, peu importe, même si on a une grosse endurance de la Death Guard et tout, endurance 5, force 8, plus 6 ou x2, ça revient au même, ça va être du 2+. Donc là plutôt c'est contre les véhicules. Contre les véhicules, là, on a le seuil toujours fatidique du 8, donc 8 x 2, 16. Et là, vous pouvez blesser sur un 2+, les grosses endurances. Et puis, PA-4, ça tape pas mal. Toujours les 6 blessures directement, ça c'est assez bon. Par contre, petit inconvénient lorsque vous attaquez, c'est comme les gantelets, on enlève 1 au jet pour toucher. Par contre, autre petit bonus, si vous attaquez un véhicule ou un monstre et qu'il est tué, on peut choisir une unité ennemie qui est dans les 9 pouces et jeter un D6 sur un 4+, elle subit D3 blessures mortelles. Donc ça a l'air de rien, mais ça peut quand même créer des problèmes, hein, si justement vous attaquez un petit véhicule, un petit monstre, paf, des petites blessures mortelles comme ça peut faire mal, hein. Donc entre les deux, il y a une différence de 5 points, un tronçonneuse c'est 30 points, le gantelet c'est 35 points. Ce qui change pas mal, c'est quand même le -1 au jet pour toucher. Je pense que, naturellement, moi, j'ai plutôt m'orienter vers la tronçonneuse Reaper, qui fait quand même pas mal le café, et puis surtout qui va toucher plus facilement. Et je préfère à la limite toucher plus facilement, ça se calcule, mais voilà. Bon. Et puis, quoi qu'il arrive, vous avez sur tous les Knights quasiment le pied titanesque, donc arme de mêlée, toujours force utilisateur, donc force 8, ça tabasse toujours l'infanterie, PA-2, dommage D3, et on fait 3 jets de touche pour chaque attaque avec cette arme. Ce qui veut dire que comme vous avez 4 attaques, 4 x 3, 12, donc 12 attaques de piétinement qui touchent sur du 3+, qui vont blesser sur du 2 en général, qui mettent -2 et dommage 3. Donc autant dire que même sans les armes de corps à corps, ça rigole pas, hein. Ensuite le reste, donc bouclier ionique, sauvegarde invulnérable de 5+ contre les armes de tir, l'explosion toujours,
Marcheur super lourd, alors on va regarder la règle. Donc cette figurine peut battre en retraite à la phase de mouvement et quand même tirer et ou charger au même tour, donc on ne peut pas l'engager. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il soit complètement entouré. Lorsque cette figurine bat en retraite, elle peut se déplacer par-dessus les figurines d'infanterie ennemies. Ce qui veut dire que même si l'adversaire vous entourait, comme je vous le disais juste avant, et ben ça marche quand même. Donc voilà, vous êtes sauvé, hein, c'est pas les petits Gretchen ou les petits voraces ou peu importe qui vont vous engluer, mais il doit terminer son mouvement à plus de 1 pouce de toute unité ennemie. Alors après quand même avec 12 pouces de mouvement, ça devrait pouvoir le faire. Enfin cette figurine gagne un bonus de sauvegarde dû à couvert que si il y a au moins la moitié effectivement masquée au-dessus du tireur. Évidemment vu la taille du bestiau, ce qui va quand même être un petit peu compliqué. Alors mot-clé titanesque véhicule, Quest Questoriste, Knight Preceptor, et puis voilà. Alors après, ce qu'on va détailler, c'est uniquement les armes, et puis les rôles un petit peu des chevaliers, parce que toutes les stats, ça va être les mêmes, sauf pour le galant, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc l'obusier à tir rapide, moi c'est une de mes armes préférées, pourquoi? Parce que déjà on va tirer tout de suite, vous êtes sûr de tirer sur votre cible à 72, lourd 2d6 c'est quand même pas mal, force 8 c'est quand même plutôt cool aussi, PA-2 et dommage D3. Donc c'est pour moi la polyvalence, mais même au corps à corps ça peut, enfin évidemment au corps à corps ça reste un Imperial Knight, donc du coup ça va taper fort, mais à distance aussi, donc du coup je trouve que le paladin est plutôt pas mal, hein, si vous voulez quelque chose, vous savez pas trop quoi faire, plus il est assez emblématique. Donc voilà, alors qu'on peut comparer avec la version errant, juste après. Donc la version errant, ce qui va changer, le canon thermique, on l'a déjà vu aussi un petit peu avant. Donc là par contre, vous n'êtes pas sûr de tirer un premier tour par exemple, ça va dépendre, surtout si vous avez le premier tour ou quoi. Enfin, de pas forcément tirer sur la cible que vous avez envie de shooter aussi, hein, parce que bon, évidemment, il y aura quelqu'un à 36 pouces, mais est-ce que c'est vraiment la cible que vous voulez? Pas forcément. Après, si vous avez envie d'aller vers l'adversaire justement pour utiliser toutes vos armes de corps à corps, l'errant est quand même plutôt sympa, hein, parce que du coup, surtout pour s'occuper des grosses cibles, voilà, faut un petit peu de polyvalence dans cette liste. Hein, je crois que les Knights errants, les Knights, ils sont quoi qu'il arrive assez doués pour s'occuper des grosses cibles, mais il faut penser aussi aux armées populeuses, hein, parce que si vous avez que de l'orque ou du tyrannide avec beaucoup de petites bêtes, bah certes vous faites des gros tirs qui tâchent, mais le problème, c'est que ça va pas suffire. Hein. Si vous tapez sur des Poxwalkers, c'est pas le canon thermique qui va faire le café. Hein. Ensuite, le galant. Donc le galant, lui, très intéressant, il est full corps à corps. Donc c'est celui qu'on voit juste ici. Déjà, ces lignes de stats changent un petit peu. Pourquoi? Parce que vous avez 5 attaques au lieu des 4 attaques, simplement. Donc déjà, comme il est dédié au corps à corps, bah, tant mieux. Hein. Et puis surtout, ce qui change dans cette ligne-là, c'est CC 2+. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans votre tranche haute de points de vie, vous avez... on va voir un peu plus tard, mais 5 attaques qui vont toucher sur du 2+, et la plupart du temps aussi, alors ça dépend sur quoi vous allez taper, bien sûr, mais déjà toucher sur du 2+, et ça c'est plutôt cool, surtout qu'on verra après dans les legs, donc c'est-à-dire dans les armes spéciales, hein, vous savez qu'on peut ajouter, les reliques, hein, vous avez relance léger pour toucher raté, des choses comme ça, donc du coup, c'est quand même plutôt fiable. Alors, au niveau de ces armes, après, c'est exactement la même chose. Ce qui est vraiment cool, c'est ça, les pieds titanesques, donc 3 jets, là ça fait 15 attaques qui touchent sur du 2+, force 8, si vous êtes sur de l'infanterie, c'est du 2+, aussi, ça fait 2+, moins de la sauvegarde, D3 dommages. Ouais, on a envie de le jouer, moi j'ai envie de le jouer. Autant avant, c'était pas forcément celui qu'on avait envie de préférer, autant là, ça va créer, et surtout après l'intérêt c'est qu'il est beaucoup moins cher, vous voyez on le voit en point de puissance, mais on le verra aussi un petit peu rapidement sur les points, il coûte beaucoup moins cher, donc c'est assez intéressant, puis vous le faites foncer, vous ne prenez pas la tête, vous ne posez pas de questions, toujours il est en train de faire un advance, et puis voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste après? Il nous reste le Warden, le Crusader. Donc le Warden, lui, il va posséder le canon Gatling Avenger, donc 36 pouces, lourd de 12, force 6, PA-2 et dommage 2 directement. Voilà, sans arme, enfin sans autre pouvoir. Mais du coup, c'est plutôt pas mal si vous voulez vous occuper vraiment de l'infanterie. Voilà, ça va du 3+, ou du 2+, PA-2, ça égrène pas mal. Et même si on tire sur du Primaris, hein, ça fait tout de suite les 2 dommages qui vont bien. Là vous êtes lourd de 12, hein, c'est pas 2d6, donc toujours les 12 tirs, voilà, plutôt cool. Et puis après, la version fond de table, la version Crusader, donc là va avoir le canon Gatling Avenger, et sur son autre bras, vous avez le choix entre soit le canon thermique, soit l'obusier à tir rapide. Alors comme on est plutôt sur une version fond de table, je pense, on n'a pas forcément envie de se rapprocher,
Moi j'opte vraiment plutôt pour l'obusier à tir rapide, hein, qui tire assez loin, qui tire fort, voilà. Et donc ça c'est vraiment la version que vous allez utiliser. Voilà, comment on peut voir la liste d'armées rapidement. Vous avez lui qui est fond de table, vous allez peut-être avoir un paladin qui va être milieu et qui va essayer de gérer un petit peu la polyvalence, et puis vous avez le galant, hein, qui va foncer au corps à corps, et puis les petits armigueurs, soit qui accompagnent un petit peu sur les côtés, ou alors qui restent sur le fond de cours aussi pour essayer de prendre peut-être un autre objectif qui est dans votre zone. Alors bien sûr le Crusader il va coûter assez cher, hein, parce que rien que le canon, l'obusier à tir rapide, il coûte déjà 100 points. Donc voilà, hop. Alors Canis Rex, donc ça c'est le personnage spécial, on va regarder ses stats. Donc ça va pas être modifié. Par contre lui il va toucher sur un 2+, blesser, enfin toucher au corps à corps sur un 2+, toucher au tir sur un 2+, là ça devient plutôt sympa. Alors il y a le profil aussi du personnage, parce que le personnage en fait va pouvoir sortir de son knight une fois qu'il est détruit, et puis continuer à jouer, donc ça c'est plutôt sympathique, hein, parce que du coup vous n'aurez pas la destruction tant qu'il sera encore là. Alors au niveau de ses armes, il a l'impulseur laser, ça on a vu ce que c'était. Alors je vérifie, hein, pas dire de bêtises, mais c'est la même chose a priori. 6, 2, D3, 36, 18, 12, 4, D6, ouais, c'est exactement la même chose. Donc du coup, on reste avec la même problématique, hein, qu'on avait tout à l'heure, le multilaser. Par contre, la main de la liberté, là c'est une arme un petit peu différente. Donc force x2, PA-4, dommage 2D6, pas mal. Et lorsque vous attaquez avec cette arme, soustrayez 1 au jet pour toucher, donc comme tous les gantelets, et tout jet de dégâts supérieur à 6 avec cette arme compte comme un 6, enfin pardon, inférieur à 6 compte comme un 6. Si un véhicule ou un monstre est tué par cette arme, choisissez toujours une unité à 9 pouces sur un 4+, tac, elle se prend des 3 blessures mortelles. Ce qui veut dire que vous êtes assuré de faire... oui, parce que la différence, c'est aussi que vous avez 2d6 blessures, hein, et vous êtes assuré de faire au minimum 6, ce qui est plutôt cool, enfin heureusement, la limite, mais c'est bien pensé, ça c'est un bon petit ajout. L'intérêt, c'est qu'il touche sur un 2+, ce qui veut dire que même avec le malus, ça va faire du 3+, comme sur un autre gantelet. Voilà, alors le bouclier ionique, toujours pareil. Explosion, alors si on peut peut-être le revoir, alors chaque unité sur 6, s'il explose, subit 2d6 blessures, subit d6 blessures mortelles dans un rayon de 2d6. Alors pourquoi je vous en reparle, c'est parce qu'avec le Castellan qui va être juste à côté, ça va être un petit peu différent. Il a un réacteur, voilà, biréacteur à plasma, c'est pour ça que je voulais vous en parler là. Alors ensuite, le Sire Hector qui est à l'intérieur, donc si Canis Rex est réduit à 0 point de vie, sans exploser, on place Hector à 3 pouces ou moins de lui avant de retirer la figurine, et il est traité comme un passager débarquant d'un transport. S'il survit, il utilise son propre profil, qu'on a vu ici, hein, bon c'est très très classique. Ah oui, son arme peut-être son pistolet à 15 pouces original, pistolet 1, force 5, PA-2, dommage 2. Donc, il peut quand même faire une petite blessure par-ci par-là qui peut créer qui peut embêter. Voilà, son unité n'est pas considérée comme détruite tant que Sire Hector n'est pas tué. Voilà, c'est surtout ça la petite assurance vie. Donc après, bien sûr, vous n'allez pas l'exploser, vous allez essayer de le cacher un petit peu. Voilà, ensuite, briseur de chaîne, c'est pas mal. Jeter un D6 chaque fois qu'une figurine Imperium amie fuit alors qu'elle se trouve à 6 pouces ou moins de Canis Rex. Sur 6, cette figurine ne fuit pas. Donc lui, on sent plutôt que Canis Rex, ça va être plutôt le personnage qu'on va retrouver dans une armée qui va être pas complètement Imperial Knight, mais plutôt justement l'allié qu'on va venir piocher, la petite unité en plus. Alors pourquoi pas, ça peut être sympa, comme du coup justement là par contre il va apporter une arme qui n'aura pas du tout de l'autre côté dans l'armée, il va apporter cette puissance au corps à corps qui n'aura pas non plus dans l'armée à côté, hein, si on imagine que vous jouez Astra Militarum typiquement, puis vous voyez hein, de toute façon il est free blade, donc voilà. Après, est-ce que dans l'armée Questor, on a envie de... Enfin, Imperial Knight, on a envie de le jouer directement? Je pense pas, je pense que c'est plutôt l'allié. Alors, ensuite, on va s'attaquer aux belles nouveautés, le Knight Castellan. Alors, mouvement 10 pouces, un petit peu moins, mais c'est quand même pas mal. CC 4+, ça c'est pas terrible, hein. Là, on sent qu'on n'a pas envie d'aller trop au corps à corps. CT 3+, ensuite Force 8, Endurance 8, PV 28, attaque 4, commandement 9 et sauvegarde 3+. Alors, il y a deux versions, ça vous l'avez vu, hein, j'en ai parlé pas mal en vidéo. On va commencer par la version Castellane, équipée plutôt tir.
D'ailleurs, du coup, je me dis que je vais pas mal me redire, hein, si vous avez déjà vu l'autre vidéo, mais bon, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu, enfin, qui n'ont pas vu la petite vidéo où j'avais fait un comparatif entre le Valion et le Castellan. Alors, lui, il est équipé, version tir, décimateur à plasma, il tire à 48 pouces en mode normal, lourde 2d6, force 7, PA-3, dommage 1, ou surcharge, lourde 2d6, toujours, force 8, PA-3, dommage 2. Par contre, sur un 1, on prend une blessure mortelle. Alors, ça, ce que je disais, c'était que c'est une arme qui m'emballait pas, moi. Quand on est en mode je joue avec des gros canons, je trouvais que c'était un petit peu trop similaire à ce qu'on pouvait trouver en utilisant peut-être d'autres squad plasma, là je pensais, ouais, le blaster, ce genre de choses là. Donc c'était pas forcément une arme qui me faisait rêver sur un chevalier, sur toute cette taille-là. Voilà. Ensuite, on va voir directement son autre arme, c'est la lance volcano, 80 pouces, lourde D6, force 14, PA-5 et 3d3 dommages. Ça, par contre, ça fait déjà plus rêver. Et vous pouvez lancer les jets de blessures ratées quand vous ciblez les unités titanesques avec cette arme. Alors, ça aurait été uniquement les véhicules ou les monstres, ça aurait été super top. Titanesque, ça va être un petit peu moins le cas, parce qu'on va pas avoir grand-chose, évidemment, en face, alors que véhicule ou monstre, quoi qu'il arrive, hein, quasiment de façon certaine, vous allez l'avoir dans l'armée adverse. Après, c'est une arme qui est quand même sympa, parce que, bien évidemment, dès le début, vous allez pouvoir tirer. Force 14... On aurait aimé force 16, hein, bien sûr, hein, pour pouvoir blesser sur du 2+, toutes les endies ensuite. Bon, force 14, c'est quand même pas mal. PA-5, autant dire que ça va être de l'invulnérable. Et après, le 3d3 dommage qui peut créer la surprise, et puis qui va stabiliser un petit peu votre lancer aux alentours de 6 dommages à peu près. Bon, c'est quand même plutôt sympathique. Après, vous voyez, il a d'autres armes. Donc, il a les fuseurs, donc c'est des fuseurs jumelés. Il en a 2. Donc ça va être à chaque fois 2 tirs, assaut 2, force 8, PA-4, dommage D6, toujours à mi-portée, etc. On connaît. Après les autres nouveautés, sur les épaules, alors vous avez le choix, soit vous mettez 2 tourelles plus un missile, soit 2 missiles plus une tourelle. Bon, moi, la version dont j'ai monté le mien, c'est comme celle-ci, c'est-à-dire 2 tourelles et 2 missiles. Pourquoi? Parce qu'on peut tirer les missiles, on va le voir, missile Shieldbreaker, 48 pouces lourde 1, force 10, PA-4, dommage D6, et chaque missile ne peut être tiré qu'une fois par bataille, et une figurine ne peut en tirer qu'un seul par tour. Les jets de sauvegarde invulnérables ne peuvent pas être effectués contre les blessures infligées par cette arme. Donc ce qui veut dire que si vous en mettez 4, ça veut dire que vous savez que vous allez passer 4 tours. Je suis pas sûr que le chevalier peut passer les 4 tours. C'est pour ça que moi j'ai préféré une version avec simplement 2 missiles et sur les épaulettes, alors on va le voir tout de suite, ils sont où? Canon Siege-Breaker jumelé, donc là, lourde 2d3 par canon, force 7, PA-1 et dommage d3, ce qui va pas mal égrener, et ça va créer encore plus de potentiel de destruction. Je préfère ça à un missile qui va être un petit peu plus fort, mais qu'on va tirer qu'une seule fois, en plus on peut rater son jet pour toucher, voilà, donc voilà pourquoi je préfère plutôt cette option-là. Alors les missiles, on verra plus tard, mais ils ont un petit stratagème qui permet de cibler les personnages. C'est pour ça qu'on a envie de les jouer, je pense. Parce que si vous avez justement un petit personnage qui se cache, même s'il a son invulnérable, il ne l'aura pas. PA-4, ça fait mal. Après, dommage 6, on va pas forcément le tuer, même il y a peu de chances qu'on puisse le tuer. Ce qui veut dire aussi que, à moins d'avoir beaucoup de chances qu'il fasse que 6 points de vie, voilà, il va falloir tirer 2 missiles. Donc 2 fois les stratagèmes. Bon, à voir en pratique, mais... ça a l'air fort, mais en même temps, bon, le personnage, il va être blessé, hein, certes, mais il sera toujours pas mort. Et il aura toujours ses cordons autour de lui, il va quand même falloir tirer peut-être un deuxième missile. Bon, 2 tirs pour venir à bout du personnage, 2 fois les stratagèmes utilisés, ça fait beaucoup de points de commandement. Bon, on reviendra après dessus, mais bon, voilà, vous avez déjà une petite preview de ce que j'en pense. Donc ça, c'est vraiment la version aussi fond de cours. Alors on peut se dire, est-ce que je préfère jouer un Crusader ou alors est-ce que je préfère jouer le Castellan? Alors, on va terminer pour que le comparatif soit plus exact. Au niveau de l'attaque de corps à corps, on a toujours 3 jets de touche pour les 4 attaques, sauf que, vous voyez, il va toucher que sur du 4+, donc ça va vraiment être plutôt défensif. On n'a pas envie vraiment de l'envoyer au corps à corps, même s'il a toujours ce côté marcheur super lourd, il peut se désengager, il peut retirer, il peut à nouveau charger. Voilà. Là, ce qui va changer aussi, explosion du biréacteur à plasma. Donc, si elle est réduite à 0 point de vie, on jette 2d6 avant de la retirer. Sur un 6, elle explose à 2d6 et l'unité subit des blessures mortelles. Donc, ça, c'est classique, comme ce qu'on a vu juste à côté. Par contre, si vous donnez double 6, là, c'est chaque unité à 3d6 qui va subir des blessures mortelles. C'est le petit bonus, c'est plutôt fluff que intéressant en termes de jeu, hein.
même si on verra encore tout à l'heure qu'il y a un petit stratagème qui permet de booster son explosion, mais ça va être intéressant avec le Valiant, hein, qu'on va voir juste après. Bon voilà, ça reste le petit bonus. Alors pour répondre à la question, plutôt Crusader, plutôt Castellan, je pense qu'à choisir... Bon après il y a deux choses. Je pense que stricto sensu au niveau des règles, peut-être quand même un... Je sais pas trop en fait. C'est vrai que faudrait le jouer plus, pour le voir plus, parce qu'il va coûter un petit peu plus cher, mais il coûte pas beaucoup plus cher. Donc, voilà, après il a ses 4 points de vie en plus, il a quand même le canon Volcano qui tape fort. Après, le Crusader, il a le Gatling Avenger qui va faire 12 tirs quoi qu'il arrive. On peut en plus prendre un leg pour qu'il assure encore plus la décimation anti-infanterie. Alors que le décimateur à plasma, justement, lui, ça reste d'aléatoire de D6. Quand vous faites 3 hein, sur votre surcharge, vous êtes un petit peu déçu quand même. Hein, parce que surtout qu'en plus vous touchez sur un 3+, pour peu que vous ayez 2 tirs qui passent, ouais, 2 tirs, si vous tirez sur de la horde, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, à voir en termes de jeu. Moi, mon choix, il s'est plutôt porté, et vous le savez, sur le Knight Valiant. Voilà. Alors pourquoi? Parce que lui, il a un rôle qui est vraiment différent par rapport au Crusader. Il n'y a pas trop de comparaison à voir, parce que lui, même si on le compare par rapport à un galant qui est là pour aller au corps à corps, lui, il va être là pour créer vraiment une zone de danger. On va voir pourquoi. Alors, au niveau des stats, toujours pareil, 4+, 3+, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? On commence tout de suite par du gros, le canon Conflagration. Portée de 18 pouces. Ah, c'est pas terrible, c'est pas loin. Oui, mais vous allez avancer vers l'adversaire. Lourde 3d6, force 7, PA moins de dommage 2, touche automatique, c'est le lance-flamme. Et là, bah, c'est plutôt cool. Hein. Qu'est-ce qui est cool? C'est que vous faites 3d6 touche automatique, c'est plutôt cool. Force 7, PA moins de dommage 2 contre l'infanterie, ça va être super. En contre-charge, c'est monstrueux. Je pense que... j'ai envie de voir le gars qui a les couronnesses de dire « Allez, ok, je charge ton Valiant », parce qu'il va se prendre une saucée. Déjà, les 3D touches automatiques, force 7, pas à moins 2, dommage 2. Même si c'est des petites unités, il y a aussi tout le reste hein, qui va tirer. Donc, qu'est-ce qu'il a ensuite? Donc, du coup, bon, ça, sur les épaulettes, on va pas revenir dessus. C'est pour ça que là aussi, moi, je vous dis, je joue 2 fois le canon Siege Breaker. Donc, ça va vous faire 4D3 tirs. Force 7, pas à moins un dommage D3. Ça rigole pas trop non plus. Ensuite, son autre arme principale, ici, le harpon. Donc portée 12, lourde 1, force 16, ça y est, on l'a, notre force 16, qui va blesser sur le 2+, les endurants ensuite. Ensuite, PA moins 6, donc là, autant dire que quoi qu'il arrive, ce sera l'invulnérable qui va compter. Et puis, dommage 10 hein, directement, donc là, tous les petits personnages qui ont justement moins de 10 points de vie, ils y passent. Et au cas où, si vous avez justement un petit truc qui a 11 points de vie, hein, on pense à d'autres choses, vous pouvez avoir un bonus, si c'est un véhicule ou un monstre. Cette arme inflige D3 blessures mortelles supplémentaires. Ce qui veut dire que vous allez passer de 11 à 13 dommages. Et ça aussi, c'est une arme qui rigole pas du tout. Je vous ai passé, mais vous pouvez relancer les jets de touche ratés lorsque vous utilisez cette arme contre les véhicules ou les monstres. Ce qui est super fort. Parce que justement, si vous avez un Carnifex qui va venir vous charger, il peut y passer cash. Hein. Donc c'est parce que comme vous avez la relance, alors l'adversaire il va se dire quoi? Il va se dire ok, il touche que sur un 6, mais il a une relance. Donc au final, les stats elles augmentent drastiquement, et puis faut avoir les couilles hein, pour le charger, parce que vous dites ok, je vais peut-être le charger, mais quoi qu'il arrive après, on va quand même avoir les pieds titanesques qui vont quand même faire des dommages, même si ça touche que sur du 4+, avec les 4 attaques. Il y a toujours les 3 jets, force 8, ça rigole pas, donc je pense qu'on n'a pas envie de le charger. Par contre, lui, il vient vers vous, et il va falloir le taper. Et pour le taper, après, c'est pareil, il faut faire tomber les 28 points de vie, il a le bouclier ionique, bon, ça va à 3+. Et puis surtout, là aussi, s'il explose, là, il va exploser surtout chez l'adversaire. Hein. Ça va être très rare qu'il explose chez vous. Donc c'est pour ça que moi je préfère le Valiant, parce que vraiment, il vous met une pression folle. Même, vous pouvez le faire en mode advance, hein, parce que bon, vous épargnez les tirs de fuseur, etc. Par contre, comme c'est une arme de... peu importe. J'ai dit n'importe quoi. Dans ma tête, le conflagrateur était passé en assaut, mais non, il reste en lourde. Bon, après, est-ce qu'on va avoir besoin de l'advance en plus? Alors, si on joue Terrine avec on va revoir aussi un petit peu.
Et je m'emballe, mais c'est parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien et que j'ai pas mal réfléchi, hein, vous devez le sentir hein, sur la vidéo. Mais voilà, le Valiant, je pense vraiment que c'est une unité qui fait plaisir et qu'on a envie d'avoir dans son armée, tout simplement. Et puis en plus, la figurine est superbe. Ensuite, le petit décor. Alors, petit décor qu'on peut bricoler soi-même, ou alors vous achetez celui qui est sorti, il coûte pas forcément très cher. Je crois qu'il est à 32,50. Puis comme il y a plein de petits bits en plus, ça reste quand même sympathique. Donc structure Mechanicus, donc elle ne peut jamais se déplacer, n'est pas traitée comme figurine amie ennemie, ne peut pas être la cible, affectée par des attaques, etc. Toute une série, bon je vais vous le lire. À moins d'avoir le mot-clé vol, les véhicules, les monstres, la cavalerie et les motards ne peuvent être placés ni terminer leur mouvement qu'au niveau du sol. Donc juste en dessous. À moins d'avoir le mot-clé vol, l'infanterie, les bêtes et les nuées doivent escalader les échelles, les poutrelles ou les murs pour monter ou descendre entre les différents niveaux. On assume en outre que l'infanterie peut négocier les poutrelles, les contreforts et les chaînes suspendues et s'y déplacer sans pénalité. Donc les unités qui sont entièrement sur une structure Mechanicus reçoivent un bonus à leur sauvegarde d'armure pour se trouver à couvert. Les autres unités entièrement sur la structure ne reçoivent ce bonus que si 50% est effectivement masqué, donc il faut que ce soit des petits trucs hein, évidemment. L'auto-sacristain, alors voilà, ça c'est les bonus qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on a comme bonus? Donc à la fin de votre phase de mouvement, un véhicule Imperial Knight de votre armée, se trouvant à 1 pouce ou moins de cette figurine, peut utiliser l'auto-sacristain de la Forge Shrine. S'il le fait, il ne peut pas tirer, attention, ni charger à ce tour. Et sa caractéristique d'attaque est réduite à 1. Mais vous pouvez alors choisir de résoudre un des effets suivants. Donc là on s'attend quand même à des gros trucs, parce que pas tirer avec son Knight, alors même si... Bon, on va revenir, mais... Alors qu'est-ce qu'on a? Rituel de réparation. Le véhicule récupère D3 points de vie perdus. C'est pas ouf, parce que des 3 points de vie, même si on fait 3, étant donné que souvent on va se prendre des armes qui causent des 6 blessures, des 3 blessures, ce seuil-là de des 3 points de vie, ouais, ça fait pas rêver. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? S'il y a un tech Priest ou un tech marine de votre armée sur le sacristain, et s'ils n'ont pas utilisé leur aptitude pour réparer un autre véhicule à ce tour, ils peuvent faciliter le rituel, auquel cas vous récupérez 3 points de vie perdus. Bon. Même ça, ouais, moi ça me fait pas rêver. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Rituel de rechargement. Si le véhicule est équipé de missiles Shield Breaker, il récupère tous ceux qu'il a tirés précédemment au cours de la partie. C'est quoi l'intérêt? Le cas de figure où ça peut être intéressant, c'est quand vous avez uniquement 2 lance-missiles, on est au tour 3, vous en avez plus, vous avez envie de les tirer au tour 5, enfin au tour 4 et au tour 5. Okay. Tour 1, je tire mon missile, tour 2, je tire mon missile, tour 3, je recharge, tour 4, je tire mon missile, tour 5, je tire mon missile. Sachant que au tour 3, vous avez zappé tous vos tirs. Sachant que le tour 3, c'est un tour assez important, parce que souvent, c'est là que ça va être décisif. Bon, pas très intéressant. S'il n'en a pas, ou s'il a son chargement complet de missiles, choisissez une arme dont le véhicule est équipé, autre qu'un legs des maisons nobles. La prochaine fois qu'il tire avec cette arme, elle effectue toujours son maximum d'attaque. Exemple, 2d6 donnera 12. Ça peut être cool, mais on a quand même sacrifié une phase de tir. Et si on réfléchit un petit peu et qu'on se dit, ok, je tire pas pour après faire mon plein potentiel, ça veut dire que vous enlevez 2d6 pour après vous assurer 12, sachant que vous allez lancer 2d6, et que 2d6 mathématiquement ça va vous donner un 7. Donc ça veut dire qu'au final, vous gagnez 5 tirs pour... Enfin vous êtes sûr, enfin vous voyez, en espérance mathématique, vous allez gagner 5 tirs pour ne pas avoir fait les 7 au tour d'avant. En espérance mathématique, ça fait pas rêver, donc c'est pas top, donc ça me motive pas. Surtout qu'il n'y a qu'une seule arme qui va faire ça, donc quand vous avez un gros bestiau, bah, tous les autres tirs sont perdus aussi, bon, pas très intéressant. Mais après, il reste une règle spéciale, rituel de ravitaillement, jusqu'à la fin de votre prochaine phase de mouvement, augmentez de 6 les caractéristiques de mouvement du véhicule. Ce qui veut dire que ça compense un peu le fait que vous n'ayez pas bougé pendant un tour, vous allez gagner les 6 pouces en plus, bon, sachant qu'en général, vous bougez à 12, vous avez perdu une demi-phase de mouvement. Voilà. On peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Est-ce que c'est intéressant? Franchement, non. C'est sympa d'avoir mis justement comme ça un petit bâtiment, des petits bâtiments comme ça, c'est sympathique. Alors en termes narratifs, je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça représente vraiment la dimension, il se passe des choses hein, autour du combat et autour de la table. Enfin je veux dire, vous avez le combat, mais vous avez bien sûr aussi, ils sont peut-être en train de défendre un monde du Mechanicus, enfin ce genre de choses, donc évidemment on peut réparer au fur et à mesure. Mais après en termes de jeu, franchement c'est pas très très intéressant.
Alors, les armements, ce qu'on peut regarder, c'est les armes de carapace qu'on n'a pas vues, parce que la plupart des Knights peuvent avoir justement leurs armes de carapace. Alors, on a le choix entre nacelle lance-missile Iron Storm, 72 pouces, lourde D6, force 5, PA-1, dommage 2, et on peut tirer sur des unités qu'on ne voit pas. Donc, plutôt sympathique. Alors, c'est laquelle? C'est voilà, celle-ci, là, avec les 3 gros missiles. Autre possibilité, lance-roquette Storm Spear, celui-ci, 48 pouces, lourde 3, automatique, donc force 8, PA-2, dommage D6. Donc ça, c'est du missile qui va aller taper. Moi, bien sûr, entre les deux, je préfère cette version-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va vous causer des problèmes? Souvent, c'est les... À moins que vous ayez vraiment une unité full infanterie, ça va être par exemple un Predator full Lascan, auquel cas je préfère lui mettre des missiles Storm Spear pour essayer de le réduire au silence. Les petites unités cachées qui sont loin, est-ce qu'elles veulent vraiment vous embêter? Bon voilà, je suis pas forcément convaincu, donc pour moi entre les deux évidemment, je préfère le lance-missile Storm Spear, et ensuite on a l'autocanon Icarus jumelé. Donc ça peut être sympa. 48 pouces, lourde 4, force 7, PA-1, dommage 2. Et on ajoute 1 au jet de touche contre les cibles qui ont le mot-clé vol, et on soustrait 1 au jet de touche pour cette arme contre toutes les autres cibles. Donc comme en général vous touchez sur du 3+, ça veut dire que là contre tout ce qui a vol, il y a pas mal de choses qui a le mot-clé vol, on peut penser à des gars en jetpack ou ce genre de choses. On n'est pas forcément obligé de penser à un Stormraven ou quoi que ce soit. Du coup, bon, vous avez quand même une arme qui va toucher sur du 2+, donc 4 tirs à 2+, ce qui peut être pas mal. Donc voilà, après moi, je choisis quand même toujours cette option Storm Spear. Alors on continue, ensuite on va avoir un petit diorama, là voilà, une scintillation. Alors, puissance des mondes Knight, donc à chaque fois, évidemment, on va revoir directement les legs, je vous explique pas tout le soin si peut-être pour les Freeblade vous empêchent pas d'avoir accès aux traditions et donc du coup au bonus des maisons. Alors, on a deux types de maisonnées, les Questors Imperialistes qui sont loyales plutôt à l'Imperium et les Questors Mechanicus qui elles sont plutôt loyales au Mechanicus en priorité. Maison terrine, pour déterminer la distance à laquelle l'unité avec ses traditions de maisonnée avance ou charge, jetez un des 6 supplémentaires et défaussez le résultat le plus bas. Donc ça vous assure de faire une bonne avancée, ça fiabilise un petit peu la charge, donc c'est plutôt cool. Et puis si vous avez déjà peint vos chevaliers avec des... Enfin, vous avez déjà choisi vos maisonnées, du coup, bon, voilà, vous avez peut-être un petit peu moins le choix. Enfin, moi, c'est ce qui se passe, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai choisi Terrine. Alors, j'ai pas choisi en fonction des règles. Donc, du coup, cette règle-là, ouais, elle est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc, ça me va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Griffith. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque d'une figurine avec ses traditions lors du tour où elle a chargé ou a effectué une intervention héroïque. En outre, une figurine avec ses traditions de maisonnée peut effectuer des interventions héroïques comme si elle était un personnage. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout si vous en jouez un seul qui va être... Enfin, un qui va vraiment être plutôt pour le corps à corps, un galant, voilà ça. Du coup, vous avez une attaque en plus, ça fait 6 attaques, sachant que les pieds titanesques, ça fait encore du x3, là ça fait 18 attaques qui touchent sur du 2+, c'est plutôt sympathique. Après l'intervention héroïque, pourquoi pas, si vous jouez groupé, pourquoi pas. Après ça peut être bien avec les petits Ramigers, les petits Warglaives, ouais, pour les petits Warglaives ça peut vraiment être sympa. Ensuite, Hawkwood. Les figurines avec cette tradition de maisonnée doublent le nombre de leurs points de vie restants pour déterminer les caractéristiques à utiliser sur leur tableau de dégâts. Donc voilà, ça fiabilise un petit peu vos tirs, c'est plutôt pas mal. Maison Cadmus, donc de relancer les jets de blessure de 1 à la phase de combat pour les attaques effectuées par les figurines avec cette tradition contre les unités qui ne contiennent que des figurines ayant une caractéristique de points de vie de 12 ou moins. Donc voilà, c'est pas mal, parce que là vous fiabilisez aussi vos jets de blessure, alors c'est que la phase de combat évidemment, donc en général ça va être soit, en général, je pense du 2+, si vous êtes sur de l'infanterie, puisque les figurines qui contiennent que... Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont plus que 12 points de vie, si ce n'est les véhicules. Les véhicules, vous allez leur taper dessus avec votre gantelet. Donc voilà, c'est pas mal, ça fiabilise justement pour chasser un petit peu les petites figurines. C'est pas forcément... Vous voyez, je suis un petit peu dubitatif sur celui-ci, parce que c'est pas forcément celui que je trouve le
le plus percutant. Enfin, quoi que c'est pas mal quand même. Bon, je préfère quoi qu'il arrive gagner une attaque en plus, ça fait plus le café. Et puis voilà. Alors ensuite, Maison Mortane. Ajoutez 1 au jet de touche à la phase de combat pour les attaques effectuées par une figurine avec cette tradition de maisonner lors d'un tour où elle a chargé ou a été chargé, hein, petite différence par rapport justement encore une fois à Griffith, et ou effectuer une intervention héroïque. Parce que on vous le verra plus tard, en fait, votre seigneur de guerre va être un personnage, enfin, donc du coup il va pouvoir faire les interventions héroïques. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est une bonne question. J'ai beaucoup parlé de Griffith qui est pas mal. Si vous restez fond de cours, Oakshroud c'est pas mal aussi. À voir. Après, est-ce qu'on va vraiment le choisir? Vous êtes un joueur chevalier, hein, vous êtes un joueur noble, vous jouez vraiment sur l'honneur. Donc est-ce que vous allez choisir votre maisonnée en fonction des règles? Non, bien sûr. Vous allez le choisir en fonction de son historique. Oui ou pas? Donc voilà. Pour à vous de voir, hein, mais c'est vrai que on verra dans la partie fluff hein, plus tard, on vous parle vraiment de l'honneur. L'honneur c'est très important s'il y a une armée où l'honneur c'est important, encore plus que tout, je pense que les maisons de chevaliers c'est ça. Ensuite, celles qui sont Questor Mechanicus. Donc on a Raven, une figurine avec cette tradition, ne subit aucune pénalité à leur jet de touche pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. En outre, lors d'un tour où une unité avec cette tradition avance, toutes ces armes lourdes sont traitées comme des armes d'assaut. Et là c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'une arme lourde 3 est traitée comme une arme assaut 3. Et comme vous n'avez pas de malus, c'est la fête. Donc là, toujours, hein, vous faites advance. Donc très mobile, la maison la plus mobile, je pense. Maison Taranis, grâce de l'Omnimessie. Jetez un dé chaque fois qu'une figurine avec cette tradition perd un point de vie, sauf si c'était perdu à cause d'une blessure mortelle. Sur un 6, ce point de vie n'est pas perdu. Alors, sur un 6, vous dites toujours, ouais, c'est pas beaucoup, sauf qu'il faut penser quand même que c'est des unités qui vont avoir entre 24 ou 28 points de vie. Et du coup, sur 24 pertes de points de vie, faire des 6 en lançant 24 dés, ça va arriver souvent. Ce qui fait que, techniquement, vous allez en faire 4. Ça fait comme si vos figurines à 24 points de vie en avaient 28. Et là, du coup, ça fait une petite différence. Donc, c'est plutôt sympathique. Hein. Et puis, il y a toujours ce côté épique de il vous reste qu'un point de vie, l'adversaire va vous tuer, et puis il va frapper avant vous, et puis il passe votre sauvegarde, et puis vous faites votre petit 6, et puis vous le défoncez derrière avec le gantelet, et ça vous fait une belle histoire à raconter. Enfin, ça dépend de quel côté vous êtes, mais ça vous fait de beaux souvenirs en tout cas. Donc voilà. C'est pour le côté narratif, encore une fois. Maison Krast, vous pouvez relancer les jets de touche ratés à la phase de combat pour une figurine avec cette tradition lors d'un tour où elle a chargé, a été chargée ou a effectué une intervention héroïque. De plus, vous pouvez relancer tous les jets de touche ratés à la phase de combat pour une figurine avec cette tradition contre les unités titanesques. Donc là, vraiment, si vous savez que vous allez vous battre, hein, mais bon, je vous dis ça, mais vous n'allez quand même pas choisir votre maisonnée en fonction de... Hein, vous n'êtes pas comme ça quand même, vous n'allez pas faire un petit peu du mix et puis vous dire bah tiens là je vais jouer contre lui donc on va dire que c'est du Krast et puis la partie d'après c'est du Raven, puis la partie d'après c'est du Griffith. Non, vous n'êtes pas comme ça bien sûr. Donc voilà, ensuite Maison Vulcaire, relancez les jets de touche de 1 pour une figurine avec cette tradition chaque fois que vous résolvez une attaque d'arme de tir ciblant l'unité ennemie la plus proche. Il n'y aurait pas eu tirant sur l'unité la plus proche, je pense que Vulcaire ça aurait été vraiment l'ultra fête. Après là, comme vous êtes obligé de tirer sur l'ennemi la plus proche, c'est un petit bonus. Ça peut être sympa si vous vous rapprochez vous-même. Mais là, on n'est pas dans du... Puisqu'en fait, si on pense fond de table, vraiment armé full tir, viens me chercher, vous n'allez pas choisir sur quoi vous... Enfin, l'unité la plus proche ne va pas forcément être celle sur laquelle vous avez envie de tirer. Par contre, évidemment, si vous vous rapprochez de l'ennemi, vous avez une version un petit peu plus offensive, comme si vous qui allez vous placer, ça peut être très très fort. Donc Vulcaire, je pense quand même que c'est pas mal. Alors, les stratagèmes. Alors, les stratagèmes, il y en a pas mal qui sont intéressants, donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc, en rotation du bouclier ionique, pour 1 point de commandement si vous êtes autre que classe Dominus, et 3 points de commandement si vous êtes Dominus, où vous ajoutez 1 à votre sauvegarde ionique. Donc ça peut être pas mal pour toute la phase de tir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le noble sacrifice que je vous en parlais tout à l'heure. Pour 2 points de commandement, vous pouvez dire quand une figurine va être détruite, elle va exploser sur un 4+. Ce qui veut dire aussi qu'avec la classe Dominus, vous jetez les 2 dés, et si les 2 dés donnent 4+, vous allez faire justement votre explosion au milieu de l'adversaire, donc qui va être plutôt sympathique. Ensuite, petit protocole Sky Reaper qui est pas mal, 1 point de commandement pour les Armiger Elverine. Quand il va tirer, du coup, il va pouvoir relancer ses jets ratés contre les cibles qui volent, ce qui peut être sympa aussi, parce que c'est vrai qu'on va être un petit peu embêté des fois. Ensuite, Égide ionique, donc ça va être quand vous jouez vraiment
une figurine, enfin avec en mode alliance en fait. Pourquoi? Parce que on choisit une classe Dominus, donc peut-être le Castellane, et votre armée, il ne peut pas se déplacer jusqu'à la fin de sa prochaine tour, mais jusqu'au début de votre prochain tour, toutes les unités Imperium amies ont une sauvegarde invulnérable de 5+, contre les armes de tir, tant qu'elles sont entièrement à 6 pouces ou moins de cette unité. Donc vraiment, vous vous regroupez autour, et du coup, ça vous fait une 5+ invulnérable pour toute votre infanterie, pour tous vos canons laser cachés, les tanks, etc. Donc voilà, plutôt sympathique. Et puis après, en termes de fluff aussi, ça représente ce qu'on a vu, c'est que les Knights, enfin ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est que les Knights, eux, ils sont vraiment là pour l'honneur, défendre en fait l'être humain en fait. Au-delà de l'Imperium, il y a vraiment une notion chevaleresque. Donc du coup, ils vont projeter en fait leur champ ionique pour protéger tous les gens qui se battent à leur côté. Ensuite, l'aigle de la maisonnée, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on verra qu'il y a pas mal de bonnes choses. Bon, pour 1 ou 3 points, vous pouvez choisir des legs de maisonnée en plus. Ça, on le retrouve dans tous les codex. Mais là, à mon avis, ça va être encore plus intéressant parce que vous n'avez pas beaucoup de figurines et on a besoin de vraiment percuter. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, système de guidage, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour 2 points de commandement. Quand vous utilisez les missiles Shield Breaker, vous pouvez cibler un personnage. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que ça va être compliqué de tuer un personnage en un tour, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut cibler une unité qu'on ne voit pas. Et si l'adversaire, justement, il lui reste qu'une petite figurine qui fait partie d'une unité, et vous n'arrivez pas justement à la détruire complètement pour avoir les points ou que sais-je, et bien justement avec ce stratagème-là, vous pouvez quand même la cibler. C'est plus ça qui est intéressant à mon avis. À pleine vitesse, très bien, pour 2 points de commandement. Donc si vous avez choisi un véhicule, un Imperial Knight de votre armée qui a avancé à ce tour, cette figurine peut déclarer une charge même si elle a avancé à ce tour. Donc ça plutôt pas mal avec un galant justement chez Terrine, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre après? Mitrailleuse aéronelle, ça peut être aussi un petit peu sympa. Donc pour 1 point de commandement, on peut dire que sur un détachement Imperial Knight, donc on peut dire toute votre armée quasiment, donc la caractéristique PA de toutes les mitrailleuses passe à -1. Ça a l'air de rien, mais ça peut quand même faire, si vous avez une liste un petit peu autour avec pas mal de Harmiger par exemple, ça peut être intéressant. Je sais pas, je vois le truc comme ça, genre plein de petits Harmiger avec des petits mitrailleuses qui vont avoir un -1, ça peut être sympathique. Et ensuite, pour terminer sur cette page, étreinte fatale, ça c'est très très bien. 1 point de commandement. Alors, utilisez stratagème juste après avoir combattu avec une figurine Imperial Knight de votre armée, équipée d'un gantelet Thunderstrike, du gantelet de Paragon ou de main de liberté, donc c'est tous les gantelets. Résolvez une attaque supplémentaire avec cette arme contre une unité ennemie à 1 pouce ou moins. Si l'attaque touche, la figurine ennemie subit D3 blessures mortelles au lieu des dégâts normaux et est prise par une étreinte mortelle. Donc là où c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de jet pour blesser. Vous voyez, si l'attaque touche, donc quand vous touchez, alors si c'est un galant en plus, vous touchez sur un 2+, rappelez-vous, donc déjà, D3 blessures mortelles en plus, c'est plutôt cool, mais c'est la suite qui est encore plus cool. Alors, blessure mortelle en 1, et elle est prise dans une étreinte mortelle. Les joueurs tirent au dé en ajoutant la caractéristique de force de leur figurine, vous avez 8, vous vous rappelez, respective au résultat. Si le résultat de l'adversaire est supérieur ou égal au vôtre, la figurine ennemie se dégage et rien ne se passe. Sinon, elle subit D3 blessures mortelles supplémentaires et les 2 joueurs tirent au dé comme précédemment. Poursuivez jusqu'à ce que la figurine se dégage ou soit tuée. C'est carrément cool. Ça, c'est en plus cinématographiquement, c'est génial. Vous avez le chevalier qui attrape, qui serre, et puis il y a cette lutte là où à chaque fois vous rajoutez. Étreinte fatale, je trouve ça vraiment cool. En plus, ça vous encourage à aller au corps à corps et pas faire du front de table avec votre armée de Knights. Donc voilà, étreinte fatale, approuvé IGTV. Ensuite, il y a encore une autre page de stratagèmes, mais on va pas tout voir. Après, vous avez donc à chaque fois des stratagèmes qui vont être réservés à certaines maisons. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer de gagner un petit peu de temps sur cette vidéo, et puis vous laisser aussi un petit peu des surprises, pour pas tout vous mâcher le travail. Alors je vais en choisir simplement 2. Donc on a dernier carré de vaillance, utiliser stratagème lorsqu'une figurine est réduite à 0 point de vie mais sans exploser. Avant de la retirer, vous pouvez effectuer, immédiatement tirer comme à votre phase de tir ou combattre comme à votre phase de combat. Lorsque vous résolvez ces attaques, considérez qu'il reste 1 point de vie à la figurine. Donc quand vous avez une grosse unité qui va, avec tout ce que vous avez sur votre Questor Imperialis,
il y a vraiment moyen de recréer quand même une bonne zone de dommage. Donc voilà, pour 2 points de commandement, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a aussi sus à l'ennemi. Alors ça coûte très cher, 3 points de commandement, c'est beaucoup, surtout dans une armée Questor, on va pas avoir beaucoup de points de commandement. Par contre, au déploiement, vous pouvez envoyer une unité impériale classe Questoris ou Armiger, donc c'est-à-dire pas le Valiant, de votre armée prendre l'ennemi de flanc au lieu de passer sur le champ de bataille. À la fin d'une de vos phases de mouvement, cette unité peut entrer en 1 et voilà, je veux aller vite et du coup je perds du temps, c'est pas grave. Cette unité peut entrer en lice, placez-la à 6 pouces ou moins du bord du champ de bataille et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois par tour, mais vous pouvez vraiment envoyer votre galant ou une autre, alors ça peut être des petits Armiger, hein, ça peut être le petit Warglaive, mais après ça peut faire un petit peu cher, sur le côté directement et pas vous prendre tout un rideau de feu quand vous arrivez. Puis il y a de bonnes chances après, hein, suivant la maisonnée que vous ayez choisie, hein, si vous êtes encore une fois sur Terrine, qui va lancer un des 6 supplémentaires et qui va garder les meilleurs résultats, il y a de bonnes chances de faire les 10 pouces qu'il vous faut, ou voilà. Donc voilà, le reste je ne détaille pas, je vous ai dit, pour gagner un petit peu de temps. Alors, les traits de seigneur de guerre, on va tous les voir. Alors, une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de touche de blessure de dégâts, et de plus, si vous terminez réglementaire, vous gagnez un point de commandement supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est le point de commandement. Après, on a une petite relance à utiliser une fois par partie. Bon, voilà, si vous ne savez pas trop quoi jouer, pourquoi pas. Là, c'est pas mal aussi, votre seigneur de guerre a une sauvegarde vulnérable de 4+, contre les armes de tir, si justement ça va être je sais pas, le crusader de fond de table, ou même... Bon, après, le problème, c'est que si vous vous rapprochez trop près, vous allez vous prendre des attaques de corps à corps, donc ça va être moins intéressant, mais bon, c'est toujours pas mal. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de votre seigneur de guerre, sénéchal, donc là, on peut faire un gros combo. Vous jouez le galant, il est sénéchal, et vous jouez la maisonnée qui vous rajoute une attaque en plus. Vous avez 5, 6, 7 attaques en plus. Pam pam pam, ça tape. Maître du terrain, ajoutez 2 au jet d'avance et de charge des unités maisonnées amies à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Ça, j'aime pas trop, encore une fois, parce qu'on a le côté, faut jouer groupé, et je pense que j'ai pas envie de jouer groupé quand je joue chevalier. Ou alors vraiment, après on peut peut-être imaginer une liste où vous êtes full corps à corps, vous jouez 5 galants, je pense que ça peut rentrer, et vous êtes en mode fer de lance, vous avancez. Pourquoi pas? Alors on n'est vraiment pas sur de la prise d'objet, mais pourquoi pas. Béni par les sacristains, choisissez une arme, pas un leg, dont est équipé votre seigneur de guerre. À chaque jet de blessure non modifié de 6, pour cette arme, la cible subit une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Donc évidemment, ça va être sur quelque chose qui crée beaucoup de jets de dés, genre du Gatling Avenger ou ce genre de choses. Réputation effroyable, les unités ennemies doivent soustraire 1 à leur caractéristique de commandement tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. À la place, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins, elles doivent soustraire 2 à leur commandement. Pourquoi pas. On va juste voir Terrine parce qu'il faut bien en choisir un et puis c'est celui que je joue. Donc champion de maisonnée, vous pouvez relancer les jets de charge ratés pour votre seigneur de guerre. Donc on a envie d'avoir un seigneur de guerre évidemment qui va aller au corps à corps. Je vous laisse regarder un petit peu. Et puis on passe à la suite. Donc les legs de maisonnée, c'est les reliques. Là il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. C'est pareil, je peux pas tout détailler. Je vais essayer d'aller assez vite. Qu'est-ce qui peut être sympa? On peut avoir une caractéristique de sauvegarde à 2+. Ça peut être bien contre les armes légères. Après, il faut bien se dire que l'adversaire, il va souvent utiliser des armes qui ont une grosse puissance de feu, qui vont annuler la plupart du temps votre sauvegarde. Ça va être tout le temps plutôt du ionique que vous allez utiliser. Donc, c'est pas forcément le plus intéressant. Après, il faut bien se dire aussi que si vous jouez complètement chevalier, l'adversaire il va bien utiliser ses mitrailleuses, ses petits fusils laser, il va quand même tirer dessus, donc une de plus, pourquoi pas. Alors, moi ce que j'aime bien Ravageur, donc c'est une tronçonneuse Reaper que vous allez changer, force plus 8, hein, donc ça veut dire que c'était comme si c'était force x2, hein, parce que là vous arrivez tout de suite au 16, ça veut dire 2 plus pour blesser les ennemis ensuite, ça c'est très important. PA-4, les dommages 6, et on relance les jets de touche de 1 pour cette arme. Et voilà, tout simplement, donc c'est plutôt très très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le Fureur Infini, qu'on a vu tout à l'heure, ça c'était le Gatling Avenger, lourd de 14, aptitude, chaque jet de touche non modifié de 6 pour cette arme, cause 2 touches au lieu d'une. Vous lancez 14 dés, vous avez encore, bon, si vous avez un petit peu de chance et que vous avez encore 3 petits 6 qui se baladent, vous allez créer 2 touches en plus à chaque fois, enfin 2 touches au lieu d'une seule. Voilà, on est vraiment sur de l'anti-infanterie, plutôt intéressant.
Après, une des armes que j'aime le plus, bien sûr, c'est le canon conflagration qui est porté par le Valiant, le méga lance-flamme. Donc là, 3d6, donc voilà, 18, ok, force 7, PA-2, dommage 2, c'est comme d'habitude, aptitude, cette arme touche automatiquement sa cible, on l'avait déjà, mais vous pouvez relancer les jets de blessures ratés pour cette arme. Et là, encore une fois, ça change pas mal de choses, c'est très motivant encore une fois, voilà. Mais tout est intéressant, enfin évidemment, hein, c'est les reliques, donc dès que vous avez une relique, ça va être mieux que ce que vous utilisez de base. Voilà, c'est pareil, c'est tous les legs qui sont vraiment ciblés pour une maisonnée en particulier, et ça c'est un gros travail, et c'est vraiment très bien, parce qu'on est vraiment dans de l'immersif, donc encore une fois, félicitations pour ce travail-là à Games, de faire et les traits de seigneur de guerre qui vont bien, et les stratagèmes qui vont bien avec votre armée, et les legs qui sont justement typiques de votre armée. Et on va voir bien sûr Terrine, mes préférés, figurine maison Terrine, avec un obusier à tir rapide, donc on a 72 lourd de 2d6, force 9, au lieu de 8, c'est pas mieux, PA-2, dommage D3, et pour déterminer le nombre de tirs qu'effectue cette arme, jetez 3d6 et défausser le résultat le plus bas, ce qui est plutôt sympathique. Et comme du coup vous avez toujours un leg qui est gratuit, faut pas se priver, il faut se faire plaisir avec ça. Alors, on arrive sur une page qui est assez intéressante, c'est quand vous jouez les Free Blade. Pour représenter le fait qu'ils sont sans maison, donc ils vont pas avoir le bonus de maisonnée, ils vont avoir leur propre façon d'être. Vous avez donc la possibilité de choisir. Alors deux modes de fonctionnement. Si votre armée est réglementaire avant la montagne, vous pouvez confier qualité et fardeau à une figurine de Free Blade par détachement. Choisissez alors une qualité du tableau ci-dessous. Donc là, choisis. Ou alors, on jette 2d6 pour générer 2 qualités. Et les résultats en double n'ont pas d'effet. Donc malheureusement, si vous faites 2 x 4, ça veut dire que vous n'allez pas relancer un dé, tant pis. Si votre armée est réglementaire et inclut Canis Rex et Sir Ekut ont la qualité héros légendaire et dernier de sa lignée. Voilà. Et donc du coup voilà, soit vous en choisissez une, c'est bien, soit vous en voulez deux, c'est un petit peu gourmand, par contre ça va être du hasard. Mais ça peut être très thématique justement de jouer un personnage, vous le choisissez pas pour optimiser, mais vous le choisissez, et puis il a sa propre histoire qui est générée à chaque fois, et ça peut être très sympathique. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Dernier de sa lignée, relancer les jets de touche E de 1 pour les attaques contre les unités contenant 10 figurines ou plus. C'est pas mal, ça va pas forcément être utile tout le temps, mais c'est pas mal. Lié à une quête, relancer les jets de touche de 1 pour ce Free Blade lorsqu'il cible le seigneur de guerre ennemi. Si ce Free Blade est à portée d'un pion objectif, il contrôle cet objectif même s'il y a plus de figurines ennemies à portée de ce pion, et si une unité ennemie à portée du même pion objectif possède une aptitude similaire, le pion objectif est contrôlé par le joueur qui possède le plus de figurines à portée. Alors, là ça me fait penser que je vous ai pas parlé de la règle des maisonnées, mais que du coup les chevaliers ont cette règle là aussi, sauf que s'il y a égalité, enfin s'il y a aussi des unités qui possèdent cette règle là, ils sont considérés comme étant 10. Là par contre on n'a pas ce... Je sais pas si c'est un oubli ou pas, mais on n'a pas ce petit rajout. Dommage. Gardien mystérieux, ce Free Blade peut accomplir des interventions héroïques comme si c'était un personnage. Il peut le faire si au moins une unité ennemie est à 6 pouces ou moins de lui, et jusqu'à la fin de la charge ennemie, il peut alors se déplacer de jusqu'à 6 pouces. Voilà. Petit bonus. Ça va pas vous changer la partie, parce que, encore une fois, enfin, bon, faut revoir les situations, mais bon. Après, ça peut vraiment interdire aussi une zone, hein, parce que justement, le Free Blade, c'est souvent celui qui va être seul, détaché au sein d'une autre armée. Vous pouvez le laisser en défense de votre seigneur de guerre, votre unité vraiment importante. Et puis l'adversaire, bon, il va pas avoir envie de le charger, mais s'il y a une intervention héroïque, voilà, il va pas avoir le choix. Guerrier hors pair, lorsque cette qualité est choisie ou générée, on jette un des 6. Sur 1 à 3, on ajoute 2 à la caractéristique de mouvement. Sur 4 à 5, on a plus 1 à la CC. Donc voilà, un CC3+, devient 2+. Sur 6, on améliore de 1 sa CT. Donc ça, c'est celui qui est le plus... Enfin, en termes de jeu, évidemment, celui qui est le plus sympathique parce qu'il apporte vraiment quelque chose qui va être utile tout le temps. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut choisir, ce qu'on peut avoir envie de choisir. Ajouter 1 ensuite, ajouter 1 aux caractéristiques de point de vie et commandement de ce Free Blade. Je vois pas un point de vie en plus, je vous ai déjà parlé de ça sur la récupération, pour moi c'est vraiment anecdotique. Héros légendaire, une fois par round de bataille, vous pouvez relancer un seul jet de touche de blessure, de dégâts ou de sauvegarde pour ce Free Blade. Pourquoi pas. Vous voyez, on n'a pas non plus des gros bonus, hormis bien sûr guerrier hors pair qui va vous changer les choses, hein, si vous piochez, enfin si vous tombez sur la CT améliorée, c'est un peu l'ultra fête. Mais sinon on n'a pas vraiment des choses qui vont vraiment changer beaucoup la donne. Alors,
Qui dit qualité dit aussi fardeau. Comment ça marche? Après avoir déterminé la qualité de la figurine, vous pouvez soit choisir 2 fardeaux, donc ça peut être bien parce que si vous les avez générés au hasard, du coup vous pouvez faire quelque chose qui va un peu matcher. Différents de ce tableau, soit jeter un des 6 et générer un fardeau au hasard. Si votre armée est réglementaire, il inclut Canis Rex, etc. Voilà. Si un Freeblade pour votre armée a une ou plusieurs fardeaux, jetez 2 des 6 pour lui au début de chacun de vos tours, en soustrayant 1 au résultat, si le Freeblade a le fardeau Ombre de l'exil. Si le résultat est inférieur à la caractéristique de commandement de ce Freeblade, donc là du coup ça peut être important d'avoir ce petit bonus. Voilà, ce fardeau s'applique. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être automatique, mais il va falloir tester pour savoir si justement il est pris par ce fardeau et que ça va influencer en termes de jeu. Donc qu'est-ce qu'on a? Honte de l'exil, tant que ce fardeau s'applique, le Freeblade ne peut pas être affecté par aucun stratagème, ce qui inclut l'emploi de stratagème relance de commandement. Évidemment, vous savez, c'est les choses de base qu'on a dans le livre de règles. Esprit de la machine usé. Tant que ce fardeau s'applique, divisé par 2 les points de vie restants de ce Freeblade pour déterminer les caractéristiques à utiliser son tableau de dégâts, ce qui est pas du tout top. Ça c'est vraiment assez dommageable. Gros fardeau. Hanté par l'échec, tant que ce fardeau s'applique, relancer les jets de touche de 6 pour ce Freeblade. Oui. C'est pas non plus terrible. Vengeance obsessionnelle, tant que ce fardeau s'applique, le Freeblade peut cibler seulement l'unité ennemie visible la plus proche à la phase de tir, et il peut déclarer une charge seulement contre l'unité ennemie la plus proche en phase de charge. Donc ça peut être pas mal, c'est assez cinématographique, peut-être un petit peu moins gênant, ça dépend encore une fois du Freeblade que vous avez choisi. Poussé au massacre, tant que ce fardeau s'applique, le Freeblade ne peut pas battre en retraite et sa caractéristique de capacité de tir devient 6+. Voilà. Les fardeaux, vous voyez, ils pénalisants quand même. Hein. Alors, ils sont certes pénalisants, mais il faut vous rappeler que c'est pas automatique et c'est uniquement s'ils ratent leur test. Voilà. Ce qui limite quand même un peu aussi les choses. Et ensuite, nature impétueuse, tant que le fardeau s'applique, chaque mouvement qu'effectue ce Freeblade doit le rapprocher de la figure ennemie la plus proche, et à moins d'être déjà à 1 pouce, ou moins d'unité ennemie, il doit déclarer une charge contre toutes les unités ennemies à 12 pouces ou moins de lui, à votre phase de charge. Voilà. Donc, ça rajoute un côté cinématographique, si vous avez justement envie d'avoir un petit Freeblade comme ça dans votre armée, ça peut être sympa de le jouer hein, quand vous êtes entre vous. Voilà. On regarde après rapidement les valeurs en points, d'habitude je le fais pas, mais là comme il n'y a pas beaucoup, on peut voir ça rapidement. Donc, toutes les classes, vous voyez, 285 points pour les questors. Le précepteur, il coûte 385 points, mais après ses armes sont directement intégrées, voilà. Le Valiant, 500 points. Le Castellan, 510 points. C'est cher, mais vous voyez, Harpon Thundercoil, 0 points. L'impulseur laser, hein, c'était pour le précepteur 0 points. La lance volcano 0 points aussi. Donc ça veut dire que dans ces 500 points là, comme de toute façon il n'y a pas vraiment d'option, on a directement le prix des armes. Alors que si on regarde justement le Crusader, 285 points certes, vous lui mettez un obusier à tir rapide, il est ici 100 points. 385 déjà, et ensuite vous lui mettez un canon Aventling Gatling Avenger, 75 points, tout de suite ça monte plus une petite nacelle de missile à 35 points, et puis voilà. Alors les petits armigueurs aussi, ça sont pas mal, le Warglaive 160 points, au niveau de ses armes, il a la bitronçonneuse Reaper, c'est gratuit, et puis il a le canon thermique, 76 points, voilà. Donc c'est des unités, encore une fois, moi je suis assez attiré, j'aime bien la figurine, donc je suis attiré par les petits armigueurs en mode peut-être armée complète d'armigueurs. En plus vous pouvez en mettre 3 par choix, ce qui peut aller jusqu'à 15 dans un détachement. Bon évidemment voilà, faut avoir les figurines, faut se faire plaisir. Voilà, je vous laisse regarder les objectifs tactiques, comme d'habitude, on n'en parle pas trop. Et puis voilà, donc un codex assez intéressant. Je pense pas que ce soit le codex le plus bourrin, c'est vrai qu'on peut dire ouais c'est fort et tout, mais faut pas perdre vue. Moi à chaque fois j'avais ça en tête, je me dis si vous avez des objectifs, que vous jouez avec des cartes d'objectifs, des choses à remplir, votre liste elle est vraiment pas polyvalente, donc vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher quelque chose. Vous n'êtes pas très réactif. Alors certes, en termes de destruction, ça peut être sympathique, mais voilà, je pense pas que ce soit non plus... Et puis dès que vous perdez une figurine, surtout, vous perdez fort, hein, ça tape fort. Donc voilà, je vous ai passé un petit peu les pages. On va le revoir dans une prochaine vidéo qui sera plus orientée sur le fluff, où on regardera un petit peu toutes ces belles images. En attendant, eh bien, jouez bien, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, et puis, je sais pas pourquoi je fais tourner ça, parce que je sais jamais quoi faire, voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, amusez-vous bien, salut les gars!